Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à Droit à la parole. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir deux hommes de culture, des hommes comme il n'y en a pas beaucoup dans le pays, qui ont consacré l'essentiel de leur génie à la production d'œuvres littéraires, à la production des œuvres d'esprit. Ces hommes, vous les connaîtrez sans doute parce que vous les avez rencontrés sur la route, mais il faut aller dans leurs ouvrages, pénétrer leur esprit pour comprendre le don qu'ils offrent à la nation dans des moments comme celui-ci. Nous traversons une période de crise identitaire, des antivaleurs sont revenues à la surface, des choses jadis oubliées reviennent, et les Congolais est en train de construire un regard d'inimitié à l'égard de son compatriote. Nous savons que le pays est grand, et parfois la distance qui sépare les provinces devient un prétexte à l'indifférence. Aujourd'hui, j'ai donc le plaisir de recevoir des hommes qui ne peuvent pas être enfermés, ni dans une province, ni dans un âge, voire même dans des fortunes diverses. Ce sont des hommes qui sont parvenus, grâce à leur esprit, à trouver l'unité de la différence et à trouver la différence de l'unité. J'ai donc le plaisir, et encore une fois, renouvelé, de recevoir M. Katende Kach. Bonjour, M. Katende Kach. Bonjour, M. Willy Kalengai. Pour moi et pour beaucoup de notre génération, vous êtes les plus grands dramaturges de notre pays. Vous écrivez des pièces de théâtre qui sont en réalité des messages, des ponts que vous jetez entre les générations. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, un peu avec cette vénération que les artistes créent dans la société. Merci donc d'être là. Merci, tout le plaisir est pour moi. Voilà, vous avez écrit une soixantaine de pièces de théâtre, et nous allons en parler tout à l'heure. Et vous n'êtes pas seul aujourd'hui. Vous avez un puiné, quelqu'un qui est aussi comme vous, parce qu'il est sur vos traces. Monsieur Alphonse Kalonji, Tikala, bonjour. Bonjour, monsieur Willy Kalengai. Alors vous êtes quelqu'un d'assez particulier aussi. Vous avez fait les sciences sociales, avec le développement rural comme étant votre spécialité. Vous avez commencé à travailler très rapidement dans la coopération allemande. Vous avez travaillé à l'ISDER Bukavu, à l'ISDER Mbao, ce qui vous a permis de connaître l'arrière-pays. Vous avez travaillé à Oxfam, vous avez travaillé au Bureau international catholique dans le Kasaï, Civipol, et aujourd'hui vous êtes gestionnaire de programmes toujours au Kasaï. Mais si vous êtes aujourd'hui ici, ce n'est pas parce que vous avez cette connaissance technique, mais parce que vous aussi, vous vous essayez à l'écriture et vous êtes un dramaturge. Vous écrivez comme M. Kach des pièces de théâtre. Il est vrai que si je vous demandais à vous, la dernière fois que vous êtes allé dans une salle de théâtre, vous irez peut-être depuis votre naissance, non. Ces choses ont disparu dans notre société et pourtant elles étaient là. Dans cette ville, il y avait des salles de théâtre. Nous allions tous au théâtre, soit par la télévision, soit par les jeux spectaculaires des acteurs. J'ai le plaisir donc de présenter, M. Kach a une soixantaine de livres, on ne peut pas tous les présenter, donc l'hommage revient à celui qui a écrit ces livres, maître de la vie et de la mort. Avec mes deux invités, nous allons discuter. Je vais leur demander vraiment d'être les plus exhaustifs possibles pour témoigner de cette solidarité dans une société en crise. Monsieur Kach, la question, la première. Pourquoi pensez-vous que le théâtre peut être une solution à une société en crise identitaire, en crise morale, comme la nôtre? Merci beaucoup pour la profondeur de la question. Avant de répondre à la question, permettez que je parle de l'art. L'art n'est pas une invention humaine spécifique, comme d'ailleurs la plupart des dictionnaires le déclarent. L'art n'est pas un passe-temps. L'art n'est pas un luxe. L'art est bel et bien un don du Créateur pour que l'esprit de l'homme qui s'en approche, qui en fait un ami fidèle, soit éveillé. Et un homme éveillé, c'est un homme debout. D'ailleurs, dans notre majestueux hymne national, nous commençons par Debout Congolais.
Hein, là, j'ai toujours pensé à ceux qui ont écrit cet hymne à l'indépendance qui a été transformé en hymne national, debout. Donc, vous parlez d'une société en crise. Cette société, elle est en crise pourquoi? Parce que l'homme est déconstruit. Donc, si nous rentrons dans l'idée du Créateur, de dire que le Créateur ne nous a pas laissés orphelins. Notre esprit a deux grandes nourritures. La prière, malheureusement au Congo on ne prie plus avec tous les bruits qu'on fait à travers des avenues. Alors, il nous reste l'art, qui devrait être la nourriture de l'esprit. Alors, dans cette forme de l'art, il y en a 7. Il y a la littérature, il y a la sculpture, l'architecture, la peinture, la danse, le cinéma. Dans la littérature, il y a beaucoup de choses. Il y a le roman, il y a la poésie, etc. Mais dans ce foisonnement, il y a le théâtre. Le théâtre est l'art de la parole. Si nous on relie avec le commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. Donc, d'après l'expérience que moi j'ai faite, comme vous l'avez si bien dit avec des mots qui me touchent, j'ai eu la chance extraordinaire d'être initié au théâtre à l'âge de 9 ans. J'en ai 72, donc ça fait 63 ans que j'ai eu à expérimenter le théâtre. Le théâtre a l'avantage de pousser les gens à aimer la vertu. D'ailleurs, Solzhenitsyn disait que seule la beauté sauvera le monde. Et il avait raison. Donc le théâtre est l'art le plus éminent, l'art de la parole, l'art dramatique. Quand vous assistez à une pièce de théâtre, et ici j'ai dit tout de suite la différence qu'il y a entre les films congolais qui ne sont pas des pièces de théâtre et le théâtre. Le théâtre, c'est dans une salle avec des publics, avec les acteurs. Maintenant, quand 2 ou 3 acteurs assistent à une pièce de théâtre, qu'est-ce qui se passe? Ils assistent à un dialogue entre les acteurs, mais il y a un grand dialogue entre les acteurs et le public. Si bien que, quand vous voyez, vous assistez au mal, qu'est-ce qui se passe en vous? Vous voulez chercher l'inverse du mal. Vous voulez chercher le bien. Et vous n'avez pas. C'est nulle part ailleurs qu'au théâtre, où vous avez les mots qui ont une puissance. Dernièrement, le président parlait, les mots une puissance. J'ai fait un article que je ne vous ai pas envoyé. Dites-le au président. Les mots ont une puissance uniquement au théâtre. Parce que c'est là où il y a la force. Je vous raconte pour terminer l'anecdote. Il y a un gars, je suis devant la maison d'un ambassadeur, mon véhicule tombe en panne et mon fils va chercher le secours. Le gars vient, il me dit, monsieur, ici on ne s'arrête pas. Je lui dis, écoutez, je suis de cette race qui ne tremble devant l'argent. Lui, il continue la phrase. Ah bon? Vous connaissez cette pièce? Il dit, non, mais je connais l'arbre tombe. Je sors l'arbre tombe. Nous nous sommes embrassés. Et il m'a poussé. Il était tellement content. Il a joué la pièce il y a longtemps. Mais comme il y a la force des mots, ça l'a poursuivi. Toute la vie. Donc, le théâtre nous donne l'unique occasion pour parler à l'esprit d'un être humain d'une façon durable. Et on construit cet homme-là. Si nous sommes dans une société où les hommes sont déconstruits, il n'y a que le théâtre pour remettre. Maintenant, je comprends. Quand on parle de théâtre, on voit les gens mal habillés, ventrus, etc. Est-ce que moi je suis mal habillé? Non. Voilà. Donc, c'est ce théâtre-là que je voudrais qu'il soit remis en partie dans toute la population. Merci, M. Katch. C'est toujours un plaisir de vous entendre parler. Alors, M. Tikala, Kalonji Tikala, vous avez choisi aussi, non seulement de jouer au théâtre, mais d'écrire sur le théâtre. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui vous a motivé? Bon, moi, je pense que c'est... Merci d'abord pour la question et merci de me recevoir sur ce plateau. Je pense que cela fait partie de mon parcours. Dans ce sens que j'ai fait du théâtre depuis que je suis enfant. Je me rappelle que j'ai vécu dans une cité où nous
nous avions l'occasion, comme l'a dit le Mbouta Catch, où nous avions l'habitude de voir le cinéma en plein air. C'était au théâtre de verdure de la cité Gécamine Kolwezi. Mais en même temps, quand on voyait des films, on voyait aussi certains spectacles avec le cirque. Donc le cirque que certains voient à la télévision, mais nous on a vu ça quand on était encore enfant. Et quand j'avais 10 ans, je suis entré dans le mouvement Kiro Congo. Et dans le mouvement Kiro Congo, j'étais dirigeant d'une équipe et nous avions l'habitude de jouer des scénettes. Et dans la plupart des cas, j'avais le rôle principal. Et j'ai grandi comme ça jusque quand j'ai eu 12 ans, quand je suis passé en première année secondaire. J'ai eu cette fois-là l'occasion de jouer effectivement une pièce de théâtre, mais je n'avais qu'une seule phrase à prononcer. C'était dans L'étudiant noir qui était Yuli. C'est une pièce qui a été écrite par un auteur ouest-africain. Et dans la pièce-là, j'ai joué seulement... J'étais un figurant, mais je n'avais prononcé que... Une phrase. Une phrase. Je ne l'ai pas vue. Mais en disant cette phrase-là, mais je ne sais pas si c'est la manière dont j'ai prononcé la phrase qui a fait rire tout le public. Et quand c'était la fin de la pièce, parce que Mbouta a dit que quand on joue au théâtre, il y a une interaction entre les acteurs et le public. Et à la fin de cette pièce-là, il y a eu un dialogue qui a été établi entre nous, les acteurs, et le public pour qu'on puisse engager une discussion. C'était un étudiant noir qui voulait aller étudier en Europe, etc. Il y a au niveau de la famille, etc. Alors, j'ai grandi un peu dans cette voie-là, jusqu'au jour où je suis à Kolwezi, en stage, et j'assiste à la représentation d'une pièce de théâtre, Moins Homme, de Tchèque Fita. C'était à la maison des jeunes de Kolwezi, parce que je faisais mon stage, je faisais en même temps le rôle d'assistant social, et j'ai dû accompagner la troupe partout dans les différentes cités de la Gécamine Kolwezi. Mais ce qui m'a beaucoup impressionné, c'était le message qui était véhiculé par cette pièce. C'est Moins Homme. Alors, M. Suarez, c'était un Français Joe Suarez, qui était marié à une femme noire. Et comme vous le savez, c'est une pièce qui retrace un peu la guerre de 6 jours. Alors, dans cette pièce-là, il y a les légionnaires français qui débarquent à Kolwezi et qui veulent emmener les Français. Mais Georges Suarez est marié à une Congolaise. Alors, il dit qu'il va amener sa femme. On dit non, elle ne peut pas aller parce qu'elle n'est pas française. Elle dit non, mais c'est une Française. Alors, on lui dit Française à la peau noire. Et est-ce que madame est moins homme parce qu'elle est noire? Et les exemples peuvent être multipliés. Le patron est-il plus homme que son domestique, que son chauffeur, etc. Ça peut être multiplié. Et là, je me suis dit, je crois que j'ai trouvé ma voie. J'ai dit, je vais écrire. Et à ce moment-là, au niveau de notre pays, il y avait déjà le début d'une dictature. Et à ce moment-là, quand je voyais ce qui se passait au niveau du parti unique, je me suis dit que je peux écrire une pièce. Parce que je voudrais passer un message. Et mon message était qu'on est en train de dire, on est égaux. On est donc fraternité, égalité, mais quand on regarde, on essaie d'examiner le fond, la quintessence de ces mots, on se rend compte que ce sont des mots creux. Alors moi je me dis, bon, je vais essayer de traduire ça en essayant de voir quelle est la position de la population congolaise par rapport à la gouvernance. Et je me suis rendu compte que quand on dit fraternité, égalité, c'est pas vrai, parce que d'un côté, on se retrouve avec une classe politique de personnes qui ne sont là que pour le pouvoir, et ils veulent amasser de l'argent. Et pour arriver à amasser l'argent, ils mettent en place un système qui leur permet de vivre de la prédation, de l'aliénation du patrimoine. Et je me dis, bon, j'écris cette pièce-là. Mais c'était pratiquement osé, parce qu'à ce moment-là, j'ai remis ma pièce à un monsieur de l'ANR à l'époque, qui m'a dit, prends ta pièce, mets en dessous d'une valise. Moi, j'ai dit, mais quelle est la relation entre ma pièce et la valise? Il dit,
tu es en train de parler du régime actuel. À l'époque, c'était le le maréchal Partita. du Zaïre. Il dit mets ça en dessous et tu pourras faire jouer ça plus tard. Alors, au fur et à mesure qu'on a continué à vivre, Mobutu a déclaré la démocratisation. À ce moment-là, j'ai fait jouer la pièce et je me suis rendu compte que il y a des choses que la population vit. Elle est frustrée du fait qu'on ne répond pas à ses besoins. Elle est frustrée parce que tout le monde n'a pas la même chance d'égalité pour pouvoir accéder aux fonctions. Elle est frustrée parce qu'on ne tient pas compte des mérites pour que quelqu'un accède à une fonction. Elle est frustrée et lorsqu'on met ensemble la somme des frustrations, provoque une frustration générale et qui va déboucher à un affrontement entre le peuple et les dirigeants. Et je me dis, pourquoi le théâtre? Parce que comme l'a dit mon aîné, le théâtre peut aider à pouvoir non seulement faire passer des messages, surtout dans une période comme celle-ci de crise. Je crois qu'on peut résoudre certaines facettes de la crise par le théâtre. Parce que le public qui assiste à la représentation intériorise, et surtout si la pièce est suivie d'un échange entre les acteurs et le public, je crois que ça peut amener à beaucoup de choses. Nous reviendrons tout à l'heure à votre ouvrage que j'ai présenté. Mais je voulais ajouter que... Je vous en prie. J'ai deux modèles par rapport au théâtre. Il y a mon aîné, le vieux Katende Kachi. Moi, j'ai pratiquement, s'il a écrit 68 livres, je crois que je peux en avoir une cinquantaine. Et certains de ces livres, je les ai achetés pour mes petits, parmi lesquels il y en a un qui a commencé à écrire aussi. Ah, c'est bien. Alors, la deuxième personne, c'est mon aîné aussi du collège, c'est Tchèque Fita. Que je salue d'ailleurs en passant, parce qu'il était récemment ici à Kinshasa. Il a assisté avec nous aux États généraux de la presse. Et je me rappelle même que quand Mes Hommes se jouaient, j'avais très bien suivi ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté aussi dans la conscience collective. Alors, c'est vrai que maintenant, il faut mettre en place une mécanique. Si le théâtre peut éveiller l'esprit, si le théâtre peut pousser les hommes à rester debout, comment s'organise un État pour s'approprier cette qualité dans notre pays? Quelle est la place du théâtre, telle que vous le définissez? Oh, mais c'est une majestueuse question. Depuis, j'aime un peu l'histoire. Quand vous regardez Lumumba, on dit primaire entre guillemets, et il monte, il compose son premier gouvernement, je connais la date, le 23 juin 1960. Et curieusement, les fragments de la culture se retrouvent à la 16e place et à la 17e place. Donc vous avez le ministère de l'Éducation et des Beaux-Arts, voilà, 16e place, 17e place, ministère de la Communication et des Affaires culturelles. Je ne sais pas ce que cela veut dire. 60 ans plus tard, le gouvernement de Samalou Kondé, le ministère de la Culture, alourdi et des Arts. Je n'ai jamais su pourquoi. Dans votre belle émission, je me suis élargi, je me suis étendu là-dessus, vous vous rappelez, il y a quelques années. Mais curieusement, au Congo, on dit ministère de la Culture et des Arts, il est le dernier ministère. Alors, avec quel budget? Je connais le budget. 0,16%. Vous mettez à 5 milliards, à 10 milliards, vous voyez ce que cela fait. Donc nous n'avons pas l'argent. Vous allez aujourd'hui avec un projet, comme j'en ai fait des centaines. Je prends l'exemple de mon ami Kalonji. Même votre exemple, mais vous, c'est vous qui posez des questions aujourd'hui. Alors je me limite à M. Kalonji. Il parle de 12 ans, de 13 ans. À cet âge-là, actuellement, depuis que Mobutu a supprimé les mouvements de jeunesse, je salue Vautour en passant, parce qu'il connaît que j'ai un programme avec lui. Donc lui était chez les Kiro. Donc les Kiro ont l'avantage, quand vous avez 12, 13, 14 ans, de vous permettre d'écouler la force sexuelle d'une façon naturelle. Parce qu'à 12, 13, 14 ans, c'est l'âge de la puberté. De la puberté, l'esprit prend possession du corps. Mais qu'est-ce qui en résulte? Il en résulte l'enthousiasme.
Maintenant, cet enthousiasme, s'il est orienté vers le bien, vers le beau, alors le théâtre prend ça en marche. Prend ça en marche. Maintenant, au retour, le scoutisme, le kiro vous permet d'écouler. Mais tout ça, on a supprimé. On a supprimé. Alors c'est comme ça que vous vous retrouvez un peuple écartelé. Alors comme la nature n'aime pas le vide, eh bien, ce sont les films étrangers, etc., qui prennent le relais. Donc aujourd'hui, si nous voulons récupérer notre culture, eh bien, nous devons commencer par le commencement qui est l'école maternelle. On m'a appris par Lubumbashi, il y a eu un festival dernièrement, le festival de théâtre scolaire. Ils ont fait jouer une troupe de théâtre de la maternelle. Donc si moi je pompe la poitrine, que j'ai commencé le théâtre à 9 ans, il y a ma petite fille qui a commencé à 5 ans, et à Lubumbashi, il y a des troupes de théâtre scolaire, maternel, de théâtre maternel. Donc, tout dépend maintenant du gouvernement. J'ai écrit des lettres, nos ministres ne lisent pas. Je ne sais pas pourquoi. Et là, j'ai dit ceci. C'est au mois de février 2019. La politique ne me dit rien. Je me dis, mais si le président échoue, vous aussi vous échouez. Allez, prenez une feuille, écrivez-lui. Je lui écris. J'ai dit, monsieur le président, prenez l'exemple de la France. Le ministère de la Culture de la France a un budget que je connais de 10 milliards d'euros, qui en rapporte 60. Alors, je vous propose ceci. Vous voulez les changements de mentalité de la population? Moi, je vous propose ceci. Prenez le ministère de la Culture à la dernière place, mettez-le à la deuxième place. Enlevez cet alourdissement des arts, ça ne dit rien. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la culture, c'est la vision de vie de tout un peuple, de l'esprit de tout un peuple, dans lequel il y a l'art, il y a le sport, il y a la croyance en un Dieu, et les coutumes, etc. Donc c'est une aberration, je l'ai dit dans votre belle émission avec force, que c'est une aberration. Et je peux aller plus loin en tant qu'artiste, que je donne les défis de quiconque pour qu'on en discute devant le peuple. La culture est la vision de vie de tout un peuple matérialisée par l'art. Donc c'est une aberration, monsieur le gouvernement, de lier cela. Non seulement c'est une aberration, mais ça nous diminue. Alors j'ai écrit au président, je n'ai jamais reçu de réponse. Je lui ai encore écrit quand il est venu de Congo-Brazza et de... Non, du Bas-Congo. Du Bas-Congo, Congo central. Excusez-moi. Quand il a été reçu par son éminence. J'ai dit, monsieur le président, j'ai une pièce de théâtre intitulée Kimbangu l'Africain. Je vous propose que cette pièce soit jouée à travers la République. Ça sera une occasion que le théâtre rentre par la grande porte dans les écoles. Même celle-là n'a pas eu de réponse. Alors, si la population qui est à l'école maternelle, qui est à l'école primaire, qui est au secondaire, n'a pas de chance d'être initié au théâtre, le mental, il est où? Je pose la question souvent aux gens. Nous pouvons demander à notre journaliste Moulamba de balader dans le micro, le mental de quelqu'un, il est où? Il est dans la tête, il est dans le cœur, il est autour du corps. Alors, quand vous faites un discours pour les changements de mentalité, vous l'adressez à qui? Mais je l'ai dit ici avec force, que c'est au théâtre qu'il y a ce discours-là qui va entrer dans le subconscient et s'asseoir. Et le mental va être nourri et il va changer. Donc voilà comment je vois la chose. Donc j'ai relis que nous voulons le changement, nous faisons le théâtre. Nous faisons le théâtre où? À l'école. Nous faisons le théâtre où? Sur la rue. Les enfants qu'on appelle les Kouloura, ils vont changer quand nous relions les deux. Et le théâtre, et le scoutisme, c'est pourquoi j'ai salué vos tours, et le scoutisme, à ce moment-là, nous relions ces enfants-là. Ils reviennent, ils se réconcilient avec eux-mêmes, et ils reviennent dans la société. Est-ce que, quand vous suivez M. Kach, on se dit, est-ce que c'est possible? N'avons-nous pas, est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que c'est encore possible que notre société puisse avoir la force de revenir
à la dimension décrite par M. Kati. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi je pense qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Je pense que je partirai de la crise que nous sommes en train de vivre. Cette crise qui fait que des communautés commencent à s'opposer les unes aux autres en distillant des discours de haine, de discrimination, alors que ces communautés ont toujours vécu ensemble. Qu'est-ce qui fait que le vivre ensemble commence à être dérangé? Alors, moi, je ne voudrais pas prendre parti pour des manipulations, etc. On dit ce problème sous toutes les coutures. Qu'est-ce qui fait que des personnes qui vivaient jadis ensemble commencent à se détester? Mais je crois que la réponse se retrouve dans une analyse objective de la situation pour voir le contexte. Qu'est-ce qui fait que cela arrive aujourd'hui? Mais ça arrive à quel moment aussi? Ça arrive à la veille des élections. Alors, si on dit que ça arrive à la veille des élections, est-ce qu'il n'y a pas une main noire? Oui, il est possible qu'il y ait une main noire. Mais il est aussi possible que nous puissions voir qu'est-ce qu'on reproche à telle communauté. Est-ce que ces reproches-là sont justifiés? Mais n'oublions pas que nous vivons dans un pays où il y a la Constitution. Et la Constitution dit que chaque individu est chez lui. Alors, si chaque individu est chez lui, de quel droit pourrait-on commencer à refuser l'accès à une province, à telle autre? Alors, comment le théâtre peut aider à résoudre cette situation? Lorsque des personnes assistent à une représentation de théâtre, avec la force de mots qui sortent, avec le jeu des acteurs, il est possible que ceux qui sont en train d'assister à la pièce commencent à prendre conscience sur un phénomène peut-être qui n'était pas perceptible. Ils commencent à prendre conscience et grâce à la force de mots, au jeu des acteurs, ça peut aider les autres membres à comprendre que la voie qu'on est en train d'emprunter n'est pas la meilleure. Parce que pour le moment, qui est-ce qui fait un effort pour pouvoir éduquer la population? Parce que même si on rentre dans les partis politiques, je m'excuse, on ne parle pas des partis politiques, mais aucun parti politique dans ce pays met un accent sur l'éducation citoyenne, civique des populations. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils savent qu'en éduquant la population, ça risque de se retourner contre eux. Quand je dis eux, ce sont tous ce que nous appelons les autorités morales, les pères fondateurs, etc. Et ils veulent maintenir la population sous ça. Alors que si on entreprend la sensibilisation des communautés à travers le théâtre, je crois qu'on va faire passer des messages. Et peut-être que les individus vont se dire, tiens, il est vrai que le chemin que nous empruntons ici n'est pas bon. Je crois qu'il faut que nous revenions pour voir, par rapport à ce qu'on nous reproche, est-ce que nous pouvons changer? Il y a des choses qui peuvent changer. Mais c'est quand même la même chose. Est-ce que oui, c'est pas tard? Non, ce n'est pas tard. Il n'est jamais trop tard. Quand M. Kalonji parlait ici, je voulais insister sur un point. L'esprit d'un être humain, il est seulement recouvert de scories. Mais lui-même, il est pur. Il est pur. Je l'ai dit pourquoi. Par mon travail que vous connaissez très bien, j'ai fait l'intérieur du pays. Les fins fonds. Il y a des coins où je suis passé avec 3-4 motos, ça réveillait tout le monde. Alors il y a un enfant qui est venu me dire, oh, je vais vous acheter une moto comme ça. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? On ne m'a jamais demandé je viens d'où. Ils se sont renseignés que ce monsieur amène les investisseurs. Et ça suffisait. Et je me rappelle un jour, on arrive à 1h du matin, j'ai dit, ne dérangez pas les gens. Ne dérangez pas les gens, moi je dors à même le sol. Le lendemain, M. Kalingay, le chef du village, était très fâché. Il dit, vous n'avez pas le droit de dormir par terre. De dormir par terre dans un village où il y a des hommes. Ça m'a fait plaisir. Il dit, faites-nous plaisir, on prépare pour vous un plat spécial avant de partir. Donc, le Congo, ici même, en Sélé, vous l'avez déjà remarqué, en Sélé, on vous salue partout. Si vous entrez sur l'avenue Kabambari, qui vous salue. Mais en Sélé, partout, on vous salue. Un jour, j'attendais M. Rav quelque part.
Des petites filles m'ont amené une chaise. Papa, asseyez-vous ici. Donc, l'esprit, il est pur. Alors, quand M. Kalonji utilise que peut-être, non, il n'y a pas de peut-être. Vous assistez à une pièce de théâtre dont le but est de rendre la vertu aimable aux hommes. Donc, quelque chose va se réveiller en vous, parce que vous et moi, et tout le monde ici, nous venons du Père. Et nous allons rentrer au Père. Donc, les scories vont partir d'elles-mêmes. Donc, il n'est jamais trop tard. Ce qui est tard, c'est quoi? C'est le temps que nous perdons pour alourdir notre culture. Donc, du jour au lendemain, comme à Lubumbashi, on a pris un jour une décision salutaire. Vous voulez entrer dans un bus, il y a des fils. Vous ne faites pas de fils, le bus passe. Eh bien, on n'a pas fait 2 jours. Tout le monde est entré dans les rangs. C'est que nous sommes disciplinés. Donc, il n'y est pas trop tard. Le jour où on décide qu'on remet le théâtre à l'école, le même jour, vous allez voir, je vais plus loin, c'est caricaturé, vous allez voir que le civisme routier va entrer en ligne. Vous allez voir que le civisme de payer les fiscales va rentrer. Parce que le bien, c'est le bien. C'est le bien, c'est le bien. Un jour, je suis venu remettre de l'argent chez quelqu'un. Il m'a dit, vous me dépassez. J'ai dit non, je vous ai donné $80. Vous me payez 186 000. Je suis allé chercher chez moi. Je n'ai pas trouvé les 26 000 viennent d'où. Je suis venu vous remettre. Il dit, expliquez-moi. J'ai dit, aujourd'hui, je prends 26 000. Mais demain, ça sera combien? Il dit, c'est comme ça. J'ai dit, oui. Puisque je sais que les 26 000 vont être multipliés par 1000. Donc, j'arrête là. Alors, si vous n'avez pas la conscience, vous allez dire, quelle chance. Quelle chance. C'est le Kubamba. Or, ce n'est pas ça. Donc, je reviens à vous pour dire que les jours où le ministre de la Culture va décider, le ministre Tony Luaba va décider que le théâtre qui est au programme rentre à l'école primaire, c'est le jour où nous commençons la marche vers le changement de mentalité. En tout cas, c'est agréable de vous entendre. Mais le temps est ce qu'il est. Alors nous allons essayer de clôturer ce débat tout en ne le fermant pas. Je vais donc un peu aller au livre de monsieur Alphonse, Maître de la vie et de la mort. De quoi s'agit-il? Très rapidement. Bien, il s'agit d'un monsieur qui, lors d'une campagne électorale, fait beaucoup de promesses à la population. Il dit à son peuple que moi, une fois élu président de la République, je ferai de mon mieux pour que règne l'égalité, la fraternité, etc. C'est un peu la promesse d'un état de droit, où tout le monde a la même considération devant la loi et qu'on ne peut pas se retrouver avec des personnes qui briment les autres à cause de leur opinion. On ne va pas se retrouver avec des gens qu'on arrête parce que tout simplement, ils ont dû exprimer leur ras-le-bol devant la mauvaise gouvernance. On ne va pas arrêter quelqu'un parce qu'il a demandé que ceux qui gouvernent puissent rendre compte de la redevabilité. Alors, le peuple se rendant compte que cela ne se fait pas, et compte tenu aussi du fait que, bon, il y a un petit groupe de familles qui briment, maltraitent, qui s'accaparent de toutes les richesses, de toutes les ressources du pays, la population se dit, bon, laissez-nous aller parler au maître de la vie et de la mort. Parce que le maître de la vie et de la mort, c'est le président fondateur. C'est celui qui se dit avoir créé tous ces ministres qui sont là. Donc, il est nomme. Voilà, lui, on lui doit tout, mais lui ne doit rien. Mais comme le peuple veut aller lui parler, alors il y a tout cet entourage du président fondateur qui se dit, mais on ne va pas permettre que ces gens arrivent là. Peut-être que si le président fondateur accepte, ça va peut-être un dialogue, et un dialogue qui va faire que nous perdions tous les avantages que nous avons, et ça va être l'armée qu'on envoie pour essayer de réprimer, la marche de ces gens-là. Et vous savez, devant une conviction, les personnes qui sont conscientes qu'elles ont raison et qu'elles peuvent inverser le cours des choses, ils vont finir par chasser Maître de la vie et de la mort. Je vais lire un extrait. Oui.
c'est lui qui dit, hein, prenez place, messieurs les responsables des divers départements. Là, c'est le maître de la vie et de la mort qui parle. Voilà, je vous ai convoqué en session extraordinaire parce que le pays est en train de devenir un brasier. Pourtant, il n'y a pas longtemps, toutes les nouvelles que j'ai recevées de vous me disaient que la situation est calme partout. Trahison, je m'en rends compte aujourd'hui. Et cette trahison risque de vous coûter très cher. Et vous savez ce que cela signifie quand ça sort de ma bouche. Vous vous rappelez, c'est une pièce de théâtre, hein, donc ce n'est qu'une mise en situation. Mais à peine j'ai lu ça, chacun d'entre nous a vu une image remonter et a même mis un nom sur cette image. Voilà la force du théâtre. Ça fait monter les images et ça fait monter la vie. Évidemment, Maître des vies de la mort, une préface de François Pamba Kamba, voilà. Alors, cette pièce va être jouée un de ces jours. Elle a déjà été jouée à Kikwit parce que j'avais une troupe de théâtre quand j'étais chez Oxfam, les Kamikazes. On avait même produit une vidéo. Cette pièce a été jouée 2 fois, mais il faut avouer que quand elle a été jouée, elle a fait l'objet de beaucoup de commentaires. Les spectateurs n'ont pas voulu partir, ils ont commencé à échanger. Évidemment, vous avez insufflé dans la vie. Oui, et la dernière fois que la pièce a été jouée, c'était devant les responsables de l'AFDEL. Parce que c'était en 97. En 97. Okay. Et ils ont même dit que moi, je suis en train de parler d'eux, de la libération de ce pays. Je leur ai dit, mais si vous croyez que c'est ça, tant mieux. 26 ans après, on pourrait parler de quelqu'un d'autre. Monsieur Katch et monsieur Kalonji, je vais vous poser la dernière question. Vous avez, votre rencontre n'est pas simplement une rencontre hasardeuse. Vos esprits sont rencontrés et j'ai appris que vous travaillez sur un projet commun. Pouvez-vous nous en parler un tout petit peu avant de terminer cette émission? Qu'est-ce que vous êtes en train de cogiter? Voilà, merci beaucoup. J'ai lu avec beaucoup de plaisir la pièce de M. Kalonji. La plume est excellente. C'est rare par le temps qui court de voir quelqu'un. Alors, nous préparons ensemble une pièce de théâtre intitulée La joue droite. Et M. Kalonji, comme il est formidable en tant que littéraire, il va jouer le grand-père. Donc la joue droite se passe en 1992, au même moment, soit à Kolwezi, soit à Likasi. Donc en août 1992, il y a ce qu'on appelle le refoulement des non-originaires du Katanga. Alors comme j'aime des situations terribles, c'est-à-dire au théâtre, j'ai découvert, contrairement au cinéma où on commence le film petit à petit, au théâtre c'est brusque. Donc, quelle est la situation? Je prends un couple, un Kassaïen et une Katangaise. Les jours du départ, les Kassaïens doivent partir. Contrairement à Cheikh Fita, je n'entre pas là-dedans. Mais je découvre maintenant les situations. Et parmi les situations, l'homme et la femme qui ont grandi ensemble dans une même cité commencent à se chanter. Vous ne vous êtes pas intégrés, pourquoi? Mais qu'est-ce que cela veut dire intégrer? Moi, je suis né ici, dans cette cité. J'ai commencé tout ça. Alors vous commencez à raconter les histoires de vos maîtres, etc. Bref, le Kassaïen est tué. Et contrairement à tout ce que les gens pensent, la femme prend conscience d'être Kassaïenne. Il dit qu'elle rentre avec les enfants. Elle rentre avec les enfants. Parce que tout ce qui se passe ici, ça s'est passé à Sangalubangu il y a plusieurs années. Les responsables qui étaient à Sangalubangu, qui n'ont pas pu maîtriser les deux communautés, se retrouvent aujourd'hui, ils échouent encore. Et la femme rentre au Kasaï. Donc nous voulons en fait, par cette pièce de théâtre, inviter les uns et les autres que mon prochain est un miroir. Les fautes que vous voyez chez l'autre, vous les portez au centuple. C'est comme ça que le Fils de Dieu Jésus a dit, insensé. Vous voyez la paille dans l'œil du prochain, vous oubliez la poutre. Mais la poutre, c'est quoi? C'est comme ça. Quand vous ouvrez les yeux, M. Kalengai, vous ne voyez que vos propres fautes agrandies. Oh, ces gens-là, nous ne mangeons pas. Quand je fais comme ça, regarde, les 3 doigts sont envers moi. Donc, une pièce comme ça, si elle est jouée à travers la République, surtout ce que M. Kalonji a dit qui me fait plaisir, quand on a préparé le public par une pièce de théâtre, elle est happée vers le haut. Maintenant, quand il y a un débat
Quand il y a un débat autour de tout ça, nous allons gagner. Le Congo va gagner. L'homme déconstruit va être construit. Donc voilà le projet que nous préparons ensemble. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ici ce soir. Vous avez fait preuve de grande générosité. Et surtout, nous, en tant que médias, nous sommes partie prenante dans cette aventure du retour du théâtre à l'école. Et nous pensons que nous pouvons aussi, ce même théâtre-là, tel qu'il jouait dans la salle, nous pouvons aussi diffuser ça dans les télévisions. C'est possible. Alors, les autorités nous ont suivis ce soir, le président, je le suppose, les ministres de l'Éducation, ministre de la Culture. Vous avez suivi ce soir que notre pays n'a pas tout perdu. Il y a encore une possibilité de remettre les choses en place. Et comme l'avait décidé à l'époque, Combazon n'est pas raison. Vous savez qu'en France, par exemple, le général de Gaulle, qui est un homme des armes, dans une France brisée, totalement occupée, quand il fait son premier gouvernement, non seulement il sait que l'identité française a été brisée, mais son numéro 2, après le numéro 2 du gouvernement, c'était André Malraux, ministre de la Culture. Ça, nous le savons. Et la France, aujourd'hui, est remontée. Un pays qui était humilié a su remonter sa fierté et est devenu ce pays des arts et des lumières. Nous devons donc, dans notre pays, nous avons une culture extrêmement riche qui remonte à des siècles et des siècles. Il faut donc nous tourner vers ces richesses. Je suis donc content que des hommes comme M. Katch et M. Kalonji soient encore parmi nous pour nous rappeler ces fondamentaux. Nous avons fini cette émission. Je vous demande simplement d'aller redécouvrir pour la lecture cet auteur, Katen Katch Mbika, et c'est notre Alphonse Kalonji Tikala. Et je sais aussi que Tcherfita et Dominique Poundou, que je n'ai pas cité aujourd'hui, ont travaillé énormément. Si on pense que du côté du Katanga, il y a une très grande capacité de production de l'élite, hein, c'est parce que justement dans ces zones-là, dans d'autres Kassai et ailleurs, les théâtres avaient été mis à contribution. Merci donc de votre fidélité. J'espère que nous nous retrouvons dans une autre émission où nous allons élaborer encore davantage cette question du théâtre. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.